Le premier point, c'est le respect des principes de coexistence définis à Bandung en 1955. Le deuxième point, c'est que le Laos n'autorisera l'installation d'aucune base militaire sur son territoire, que le Laos ne provoquera aucun de ses voisins et que le Laos ne contactera aucune alliance militaire avec qui que ce soit, etc. Et en contrepartie, les signataires de l'accord de Genève ont pris acte de cette déclaration du Laos qui est devenue constitutionnellement une loi. Et tous ces signataires se sont engagés, en reprenant point par point la déclaration du gouvernement, à respecter ce qui a été convenu. Aujourd'hui, votre pays est en état de guerre. Dans quelle mesure cette neutralité peut-elle encore être préservée? Nous faisons tout pour le préserver. Même le Nord-Vietnam, qui, aux yeux de tous et de tout le monde, a envahi notre pays et a toujours laissé ses troupes ici, n'a pas osé reconnaître avoir violé l'accord de Genève. Le Nord-Vietnam a toujours nié l'existence de la Ho Chi Minh, a toujours nié l'existence des prisonniers de guerre que nous avons faits. Ce qui prouve bien que, malgré tout ce qui se passe, chacun des signataires cherche à respecter l'accord, la neutralité du Laos. Grand comme l'Angleterre, mais peuplé seulement de 2,5 millions d'habitants, le Laos était hier encore un composant de l'Indochine française. Il a 6 frontières: Chine, les 2 Vietnam, Cambodge, Thaïlande et Birmanie. La sagesse des nations a voulu que le Laos soit proclamé neutre parce qu'il s'insère au cœur de la zone la plus tourmentée d'Asie. Si la neutralité du Laos était respectée, c'est avec de telles images qu'on raconterait sa vie quotidienne. Elles diraient la gentillesse et la candeur d'un peuple. Elles exprimeraient une manière de vivre à l'écart des complications, des faux problèmes. Comme autrefois, le Laos aux 36 000 bonzes commencerait ses journées par l'offrande à Bouddha. Au lieu de cela, la guerre sévit du nord au sud. C'est la conséquence du conflit vietnamien. Une 7e frontière est née à l'intérieur même du pays. D'un côté, le Pathet Lao d'obédience communiste, de l'autre, l'armée régulière appuyée par les Américains. Ici, nous sommes à Luang Prabang, la capitale royale. Tout ce qui se vend au marché arrive par avion. La ville n'a plus d'arrière. Aller au front, ce n'est qu'une formule. Le front est partout et nulle part. À 3 km de Luang Prabang, nous avons escaladé cette colline que les Viets et le Pathet Lao occupaient il y a un mois à peine. L'armée régulière leur a repris ce belvédère d'où ils tiraient au mortier sur l'aéroport. Les choses vont un peu mieux maintenant. Le pont aérien avec Vientiane fonctionne à plein. Il éloigne pour un temps la menace d'asphyxie qui pesait sur la ville. On se bat tous les jours autour de Luang Prabang. Une fois c'est sur le Mekong, le lendemain dans les montagnes avoisinantes. On ne distingue plus les avions qui alimentent la guerre de ceux qui font vivre les gens. Là, un cargo américain qui vient de déposer armes et munitions sur la piste. Quand on ne l'entend plus,
La guerre redevient présente par son fantôme. Ses armes, par exemple. Elles sont les restes d'une bataille qui s'est livrée début janvier, 100 km plus au nord, à Nam Bak. Le Pathet Lao a repris là une position abandonnée 2 ans plus tôt. Il y avait 6000 royaux à Nam Bak. Jamais ils n'auraient pu se battre sans les fournitures américaines. Le Laos ne produit pas une seule cartouche. Bien des rescapés de Nam Bak n'ont pas encore réapparu 60 jours après le combat. Beaucoup sont blessés. Ils se sont traînés dans la jungle, en marge des pistes contrôlées par l'adversaire. Parfois, les hélicoptères sont arrivés à les y repérer. Mais quand ils arrivent à l'hôpital de Luang Prabang, il n'y a pas assez de lits, pas de plasma sanguin, presque plus d'antibiotiques. 3 médecins font tout le travail. L'un d'eux coupe des jambes à longueur de journée. L'ennemi que l'on combat est le plus souvent invisible. Lorsqu'on découvre son visage, c'est parfois celui d'un Nord-Vietnamien, comme ce prisonnier. Où l'avez-vous fait prisonnier, ce Vietnamien? Le prisonnier est capturé par notre équipe de patrouille, le CV 161 du bataillon BVC. Et quand était-ce? Nuit du 13, vers 20h. Nuit du 3, pardon, nuit du 3 février. Vers 20h. Et À Ban Phik Nhai. c'est à combien de kilomètres de Luang Prabang? Environ 15 km de Luang Prabang. Mais dans l'état où il est maintenant, pensez-vous qu'il soit encore capable de se battre? Oui, Mais il est capable de se battre maintenant. Encore maintenant, mais il semble bien qu'il n'a pas mangé depuis des jours et des jours. Il a faim depuis 16 jours. Maintenant, il est un peu fatigué. Dès qu'il sera mangé, il sera commencé à battre. Quel sentiment vous éprouvez vis-à-vis de cet homme? Je ne sais rien avoir, je ne sais rien, cette question. Le prisonnier raconte qu'il est venu du Nord à marche forcée. L'interrogatoire se passe à la laotienne, sans trop pousser. On en est au 3e jour. Les Laotiens n'aiment pas se battre. Ils le font sans entrain et interrogent d'eux-mêmes. Cette guerre par grande puissance interposée que se livrent les Laotiens, elle a pour cadre un décor identique à celui du Vietnam. Il semble néanmoins qu'elle ait 4 ans de retard sur ce qui se passe de part et d'autre du 17e parallèle. C'est une guerre spéciale, comme disent les Américains. Un conflit non déclaré, volontairement limité. Nous survolons maintenant les crêtes peuplées par les Méos, grands cultivateurs d'opium. Nous avons traversé des kilomètres de zones d'insécurité pour nous poser au sommet d'un piton en pleine région Pathet. La guerre paraît absente, mais elle rôde alentour. La troupe s'appuie sur les Méos pour renforcer son dispositif et leur soutirer bien sûr des renseignements. Où sont les Viettes? Quand viennent-ils? Quel chemin empruntent-ils? Phunungkoi
est un point très important. Vous voyez, pour défendre l'Onfraba et plus au sud, cette position-là est une position très dominante. Oui. On peut dire que c'est une position clé, quoi. Il y a combien de temps que vous l'occupez? Il y a une semaine. Pas plus? Pas plus. Bon, on est ici en pleine zone méo. Hein. Oui. Les méos, c'est des paysans qui vivent accrochés sur ces montagnes. Ce sont des tribus. C'est des tribus. Ce sont des tribus qui vivent. Mais pour un village méo comme celui qui est là en dessous, il n'y a pas de différence entre vous et le Pathet, j'imagine. Non, ce qu'ils recherchent, c'est rester chez eux. Oui. Et ils n'ont pas de maître en dehors de leur chef de village. Ce sont des tribus montagnardes. Oui. Qui sont fixés pour un certain temps, parce que ce sont des nomades en même temps. Et ils sont, enfin pour l'instant, ils sont ici, autour de ce piton. Peut-être ça explique un peu la présence de nos troupes. Oui. Vous avez l'impression qu'un méo fait la différence entre vous, Force Armée Royale, et le Pathet? En fin de compte, si vous voulez, au point de vue administratif, ils dépendent du gouvernement royal. Oui. Mais ils sont obligés de se soumettre à la force. Que ce soit les Pathets là qui occupent ou que ce soit les forces gouvernementales, ils écoutent à ce moment-là les occupants. Ce jour-là, sur le piton de Punong Kwai, les gouvernementaux avaient fait un prisonnier. Sans doute un Pathet recruté chez les Méos. Il est même vraisemblable que ceux-ci, qui le regardent en silence, l'aient déjà reconnu. Et c'est sans doute pourquoi les militaires l'exposent ainsi. Il s'agit d'intimider, de faire un exemple. Les bureaux d'action psychologique ont fait éditer des affiches. Les soldats les répandent dans les peuplades où ils réussissent à s'implanter. Ainsi, en une seule prise de contact, quelques poignées de Méos apprennent qu'ils ont un même drapeau, un gouvernement à Vientiane, et que le Laos est déchiré entre bons et méchants. La réconciliation nationale est un mythe dans les circonstances présentes. Pourtant, on s'y emploie. À Sayaburi fonctionne un camp de rééducation pour Pathet repentis. Le plus jeune de ces ralliés a 17 ans, le plus vieux 63. Certains comptent des années de service sous l'étiquette communiste. Ils y ont appris une vérité diamétralement opposée à celle qu'on tente de leur inculquer ici. Le cours porte sur ce qu'on appelle la conspiration des puissances opposées à l'Occident, l'histoire du pays Lao et la religion. Le camp de Sayaburi en est à sa 7e promotion. En tout, 1231 ralliés ont été refondus dans le moule légal depuis le début de cette guerre de 10 ans, à commencer par les instructeurs qui, assure-t-on, sont tous d'anciens membres du Pathet Lao. Il faut apprendre pour que nous savoir ce que l'ennemi a fait des malheurs pour nous, pour des races là. Il faut bien apprendre pour que nous allons, après le poids, nous allons faire la vengeance des Viet Minh. La vengeance, vous leur donnez l'esprit de vengeance. Eux, ils ont l'esprit de vengeance. Eux-mêmes, ils l'ont dit. Ce n'est pas nous, nous fait. Le Laos officiel fait beaucoup moins d'efforts pour les prisonniers vietnamiens.
Il en détient environ 200 et se contente de les surveiller sans les maltraiter. Pourtant, Laotiens et Vietnamiens se détestent. Les premiers sont des doux, les seconds des diables, dit-on, des hommes réfractaires à toute désintoxication dès l'instant qu'ils ont goûté aux opiums marxistes. Mais paradoxalement, il n'y a pas un militaire là-haut qui n'avoue son admiration pour la science guerrière et la trempe des Nord-Vietnamiens. Les rizières qu'on survole en descendant au sud pouvaient expliquer à elles seules, il y a peu de temps, le regain d'activité militaire enregistré chaque année à pareille époque. Des deux adversaires, c'était à qui ferait le plus rapidement main basse sur la récolte de riz pour assurer la subsistance de ses troupes. Aujourd'hui, ce n'est plus tout à fait vrai, surtout dans les régions proches du Vietnam, comme Saravan par exemple. Ici, la guerre marche toute seule. Elle a trouvé son rythme. La pression adverse découle directement de l'offensive menée par le Viet Cong et les Nord-Vietnamiens de l'autre côté de la frontière. Saravan peut être prise d'une heure à l'autre. Elle est à moitié vide. Saravan, nous avons environ 3000 habitants par ici. Ouais. Mais il nous reste seulement que... La moitié? La moitié. Qui c'est qui est parti? Des fonctionnaires? Ce sont des familles fonctionnaires, des familles militaires et des familles de police. Les paysans sont restés? Les paysans ils sont restés ici, mais il y a quelques familles seulement qui sont parties pour passer. Les défenseurs de Saravan se sont retranchés à l'intérieur du camp militaire. Les passages d'avions à réaction allant ou revenant du Vietnam sont comme une préfiguration de leur sort. La position est située à une portée de fusil de la piste Ho Chi Minh qui pousse par là une de ses nouvelles tentacules. De l'avis du colonel qui commande ici, il sera impossible de tenir encore longtemps. Sa troupe est mal entraînée, fatiguée surtout, trop peu nombreuse. À l'heure où nous diffusons ces images, il est probable que Saravan ait cessé de résister. La situation des gouvernementaux est encore plus délicate à l'extrême sud du Laos. Dans ce secteur, la piste Ho Chi Minh rejoint une voie d'approvisionnement viet qui remonte à travers le Cambodge, si l'on en croit l'état-major laotien. À combien de kilomètres se trouve votre ennemi ici? Cela veut dire ici, il y a la Sékong qui nous entoure. On a une distance de 4 ou 5 km d'ennemi au sud. Et au nord, on a une quinzaine de kilomètres. Bon, cette situation que vous venez de définir indique quoi? Des lieux de passage de l'ennemi ou bien des bataillons territoriaux qui occupent le terrain? Cela veut dire ici, il y a l'ennemi territorial et l'ennemi de passage. Et l'ennemi qui s'occupe de la route Sihanouk et Ho Chi Minh. Parce que la province se trouve entre les deux pistes, cela veut dire Ho Chi Minh et Sihanouk qui se confondent ici. Vous êtes à l'extrême sud du Laos et les deux pistes se retrouvent en dessous d'Atope, c'est ça? Oui. Nos troupes même, ils voient des camions qui passent sur la piste. Et pendant la saison de pluie, on entend même les bruits des camions qui circulent la piste de Sihanouk. C'est la piste Sihanouk, c'est la plus proche. Oui. C'est celle qui remonte du sud vers le nord. Du sud vers le nord. Le Cambodge nie que son territoire soit utilisé par le Viet Cong.
Ils disent que ce n'est pas vrai. Ah, ça, je ne peux pas vous répondre, mais je suis sûr que la piste Sihanouk entre vers la frontière du Cabo. Je l'ai vu moi-même. Et je vis même les pirogues qui montent vers la vallée de la Séquon, qui vient des Cabos. En cas d'attaque généralisée contre votre secteur, combien de temps pourriez-vous tenir? Bon, avec la situation actuelle, on va essayer de tenir 48 heures. Et dans mon bataillon, ça fait depuis 60 que j'étais commandé cette subdivision, j'ai perdu environ 400 hommes. Vous les avez perdus au combat, en attaquant ou bien en étant attaqués? On est perdu au combat, en étant attaqué, en un petit accrochage, tombé dans l'embuscade. En général, quand on vous signale qu'il y a des transits de troupes ennemies sur la piste Ho Chi Minh, qu'est-ce que vous faites? Mais j'ai demandé le bombardement au commandement par le T-28 de l'armée, nos armées de l'air. C'est tout ce que vous pouvez faire? Oui. Sans cela, vous laissez passer? Mais sans ça, on laisse passer, quoi. Des deux adversaires, seuls les gouvernementaux possèdent une aviation de guerre. Au total, une trentaine d'appareils de fabrication américaine. On les appelle des T-28. Ces engins, vieux de 20 ans, emportent de 4 à 6 bombes. Ils ont 2 mitrailleuses. En tout, 2500 livres de charge offensive. Les pilotes sont tous laotiens. Ils ont fait leur instruction sur les bases américaines de Thaïlande. On leur demande 200 heures de vol à l'entraînement, après quoi ils partent en mission. Chacun fait de 1 à 5 sorties par jour. L'opération qui va se dérouler maintenant se situe à la hauteur du 17e parallèle en territoire laotien. Les objectifs visés se trouvent aux abords immédiats de la piste Ho Chi Minh, très fréquentée ces jours en raison des combats de Khe Sanh et Dak To. Khe Sanh est à 10 minutes de vol d'ici. Devant une DCA de plus en plus efficace, l'aviation laotienne a abandonné aux jets américains le pilonnage de la piste Ho Chi Minh. Les T-28 sont trop vulnérables. Ce que l'on bombarde ici, c'est un ennemi le plus souvent invisible, qui sait utiliser la jungle au maximum. On peut donc douter du résultat. Ce dont on est sûr, en revanche, c'est que la répétition des attaques aériennes fabrique autant de réfugiés que l'occupation des 3/5 du Laos par le Pathet. On compte actuellement au Laos quelques 600 000 réfugiés, soit près du quart de la population totale. La Croix-Rouge les aide comme elle peut. Tous les jours, de nouvelles cohortes sont signalées aux 4 coins du pays. Ceux-ci sont ce qu'on pourrait appeler des privilégiés. Ils ont été repérés, organisés. Mais il y a tous les autres. Les retrouver tient souvent de l'aventure. Nous nous sommes laissés glisser au fil du Mekong pour approcher un groupe qu'on signalait près de la frontière birmane. Ils sont là 10 000. Arrivés par petits paquets, complètement démunis. Les nuits sont froides.
Ils n'ont même pas eu la chance de se trouver dans les zones où l'aide américaine largue le riz que la guerre ne permet plus de produire. Les avions de la CIA lancent 50 000 kilos de riz par jour sur les villages les plus exposés à la pression ennemie. Villages équipés par ailleurs en autodéfense. Grâce à cette manne, on évite d'augmenter encore le nombre des réfugiés et les Américains disposent sur place d'un potentiel de combat qu'ils n'ont pas à faire venir des États-Unis. Le cerveau de toutes les opérations américaines au Laos, c'est ici, une dépendance de l'ambassade de Vientiane. Dans ces bâtiments se joue une partie extrêmement serrée, la même que celle qui est en cours au Vietnam. Toutes les péripéties du conflit vietnamien ont leurs répercussions sur les décisions qu'on prend ici. De manière identique, le pourrissement de la situation dans le nord de la Thaïlande influe sur le comportement des Américains au Laos. Ils sont à la pointe d'un triangle dont la base repose sur Saïgon et Bangkok. Si demain la pression augmente sur ce système, c'est tout le sud-est asiatique qui risque de s'enflammer. Contrastant avec la puissance d'intervention américaine, il y a à Vientiane une délégation du Pathet Lao. Elle est là depuis les accords de Genève, coupée de tout contact avec sa zone d'influence. C'est peut-être la seule image capable de rappeler ce que fut le Laos de l'entente politique. À part la garde de leurs délégués, les 200 pathètes qui languissent ici n'ont d'autre occupation que le jardinage. Ils vivent en autarcie. Quand il manque un chou pour compléter le menu, on va l'acheter sous escorte au marché d'en face. Les Américains au Laos, d'après ce que je sais, sont au nombre à peu près 10 000. Civils? Civils, mais la plupart sont des militaires camouflés sous uniforme civil. Les bombardements que les Américains effectuent sur le Laos partent-ils de bases aériennes américaines au Laos ou de Thaïlande? Les 3/4 des avions, la plupart des avions venus bombarder la zone libérée du Laos, les 3/4 sont venus des bases américaines de la Thaïlande et une autre partie sont venus du Sud-Vietnam et de la 7e flotte. Nous avons pu capturer quelques dizaines de pilotes vivants. On dit que le Vietnam du Nord encadre directement vos unités combattantes. Qu'en est-il? Ce qu'on a dit, qu'il y a la présence de la part de troupes nord-vietnam au Laos, c'est d'après moi une simple allégation et une fausse accusement aux forces patriotiques du Laos. Mais je dois vous dire que dans le voyage que nous avons fait à l'intérieur de votre pays, à certains endroits, on nous a présenté des prisonniers vietnamiens. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est la première fois qu'on a monté des actes de comédie en disant qu'il y a la présence des troupes nord-vietnam au Laos. Comme tout le monde le sait, on peut prendre à Vientiane même et dans les autres endroits les assortissants vietnamiens pour tromper l'opinion publique en disant que ce sont les troupes du Nord-Vietnam. Les déguiser en prisonniers? Oui, c'est ça. Laissons les pathètes de Vientiane à leur jeu de soldats cloîtrés. Les dernières nouvelles sont alarmantes. Elles évoquent l'imminence d'une offensive communiste généralisée. Si cette hypothèse se vérifie dans les prochaines heures, que pourront faire les faibles Laotiens? C'est ce que nous avons demandé au chef du gouvernement. Nous ferons appel aux signataires des accords de Genève de 1962
qui ont garanti notre indépendance, notre neutralité. Et c'est le rôle de ces signataires de se consulter lorsqu'il y a des difficultés très grandes surviennent au Laos. C'est le devoir de tous les signataires, c'est le devoir des coprésidents. Mais malheureusement, comme j'ai toujours déclaré, au Laos, c'est une guerre oubliée. L'histoire du Laos n'existe pas aux yeux du monde en face du problème vietnamien. Tout le monde se dit, et tout le monde dit, que lorsque le problème du Vietnam sera réglé, le problème du Laos sera réglé tout seul.